Le référendum sera un acte du peuple, simple et portant loin. Je vous consulte directement. Le référendum sert-il à quelque chose? Un référendum ne devrait être décidé que lorsqu'un grand intérêt national est en jeu. J'ai décidé d'appeler les Français à se prononcer par la voie du référendum. Le référendum, c'est l'esprit de la Ve République. Sud Radio. 9h, 11h. On aurait souhaité qu'il y ait un référendum. Le grand référendum. Dimitri Pavlenko. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver au micro de Sud Radio Apprendre et Comprendre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Le grand référendum ce matin. Faut-il généraliser les syndics bénévoles? On en parle en écho à cette étude de la CLCV parue dans le magazine Notre Temps qui montre le désamour décroissant des copropriétaires envers leurs syndics. Seulement 39% des copropriétaires sont satisfaits. C'est 10 points de moins qu'il y a 2 ans. Les syndics critiqués surtout quand il s'agit d'un grand groupe, des syndics qui ont profité du vote de la loi Allure pour augmenter leurs honoraires, parfois de plus de 20%. Des syndics peu réactifs également lorsqu'on les sollicite. Face aux syndics professionnels, une alternative se développe de plus en plus, le syndic autonome ou syndic bénévole. Le principe tout à fait légal, un copropriétaire volontaire élu pour faire le travail du syndic. Il y a 10 ans, 5% des copropriétés étaient gérées par des non-professionnels. En 2012, l'INSEE en comptait 11%, c'est-à-dire plus du double. Et en 2014, selon l'association des responsables de copropriété, on approche même les 15%, soit près de 60 000 copropriétés en France. Un syndic bénévole choisi parmi les copropriétaires pour faire des économies, pour plus de proximité et d'efficacité également, car il connaît la copropriété. Bref, que des avantages, même s'il faut aussi bien sûr tomber sur la bonne personne. Alors, faut-il généraliser les syndics bénévoles? On en parle ce matin dans le grand référendum sur Sud Radio Apprendre et Comprendre. Vous votez sur sudradio.fr, vos commentaires sur les réseaux sociaux Twitter avec le hashtag Sud Radio et la page Facebook de Sud Radio. Vous nous appelez également pour intervenir à l'antenne 0826 300 300 15 centimes la minute. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Le grand référendum. Le grand référendum Sud Radio Apprendre et Comprendre ce matin. Faut-il généraliser les syndics bénévoles pour les remplacer? Ces entreprises, souvent issues de grands groupes, dont les copropriétaires se plaignent souvent, notamment sur le plan de l'efficacité, sur le plan des tarifs aussi. Les honoraires ont grimpé, parfois de plus de 20%. Des syndics qui ont profité pour cela du vote de la loi Allure. On en parle ce matin avec nos invités. David Rodriguez, juriste immobilier pour la CLCV. Bonjour. Bonjour. La CLCV, Association nationale de défense des consommateurs et usagers. C'est vous qui avez mené cette enquête sur les syndics qui montre une certaine désaffection des copropriétaires en la matière. Nous sommes aussi avec Rachid Larage, fondateur du courtier en syndic Cinéval. Bonjour Monsieur Larage. Bonjour. David Rodriguez, je commence par vous, puisque je viens de le dire à l'instant, c'est vous qui avez mené cette étude. Qu'est-ce qui explique effectivement cette désaffection des copropriétaires à l'égard de leurs syndics? Profession mal aimée, les syndics, c'est de notoriété publique, si je puis dire, mais là on constate vraiment qu'il y a une dégradation de la relation entre les copropriétaires et leur syndic qui est chargé de gérer les problèmes au sein de la copropriété, Monsieur Rodriguez. Alors c'est vrai qu'il y a une dégradation. La première enquête que nous avions menée sur le sujet, c'était en 2012. Et on était sur un taux de satisfaction de 49%, donc ce qui était un score tout à fait honorable vu la mauvaise réputation des syndics. Et c'est vrai que 2 ans après, donc on se retrouve donc en 2014 avec 39% de copropriétaires satisfaits ou très satisfaits, donc une chute de 10 points. Et là, la grande question, c'était qu'est-ce qui peut expliquer, je dirais, un tel décrochage en quelque sorte. Après, il y a différentes possibilités de réponse. À notre sens, l'un des éléments à prendre en compte, c'était le contexte politique et législatif. Il y a eu la loi Allure qui a été votée, il y a eu tous les débats avant la loi Allure. Les copropriétaires, du moins ceux qui étaient les plus concernés et les plus impliqués dans le cadre de leur gestion, connaissaient les principales mesures et dispositions qui avaient dedans et qui pouvaient leur être, qui étaient vraiment protectrices de leurs droits. Je pense notamment au compte bancaire séparé ou à d'autres dispositions comme le contrat type. Et c'est vrai que les professionnels ont eu un lobby extrêmement fort et agressif contre les principales dispositions de ce texte. Donc déjà, il y a dû avoir un aspect défense d'intérêt catégoriel qui n'a pas plu aux copropriétaires les plus vigilants. Ensuite, il y a d'autres pratiques qui ne sont pas généralisées mais que l'on a constatées dans différents endroits, sur une majoration assez importante, parfois jusqu'à 20%, pour anticiper l'application de la loi Allure. Alors la problématique, c'était pas qu'il y avait une augmentation d'honoraires suite à la mise en place d'une nouvelle loi, parce que si celle-ci pose des conditions nouvelles et des obligations nouvelles au syndic, il y a peut-être un rééquilibrage à faire d'un point de vue économique, donc il faut une discussion avec le conseil syndical. Ce qui pose vraiment problème là, c'est que les augmentations, les majorations ont eu lieu par anticipation. L'argument principal concernait notamment le compte bancaire séparé, sauf que vous avez des augmentations en 2014, début 2014, pour
une prestation qui va devenir effective qu'en mars 2015, car l'obligation d'ouverture d'un compte bancaire séparé sans possibilité de dispense, c'est mars 2015. Donc on pourra dire que les syndics, notamment les grands groupes qui gèrent les syndics, ont bien anticipé, si je puis dire, le provisionnement de l'argent qui servira à créer ce compte bancaire séparé pour la gestion de la copropriété. Là, en fin de compte, c'est une année pour rien. Je veux dire, c'est une année de perdu en termes d'honoraires pour les copropriétaires et une de gagnée pour les syndics. Donc des copropriétaires, finalement, qui ont ce sentiment que le syndic travaille contre eux pour leur vider les poches sans forcément un service amélioré. C'est un petit peu le sentiment qui se dégage finalement, Monsieur Rodriguez. Alors oui, après bien évidemment, il y a des copropriétaires qui sont satisfaits de leur syndic, mais ce sentiment, je dirais, de décrochage est plus important lorsqu'on est sur un grand groupe. On a 33% des copropriétaires qui sont satisfaits lorsque leur copropriété est gérée par un grand groupe national, tandis qu'ils sont 42% à l'être lorsqu'ils sont gérés par un indépendant. C'est-à-dire que la qualité première du grand groupe, qui est celle de la proximité géographique, n'est pas en fin de compte le plus important pour les copropriétaires. La proximité géographique ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est une proximité de service, une proximité de gestion. Et a priori, les copropriétaires le trouvent bien mieux dans le cadre d'un syndic indépendant. Alors ces grands groupes, David Rodriguez, ils sont 5 en gros à se partager plus de la moitié du marché aujourd'hui en France. Ils obéissent aussi à une logique différente de celui de l'indépendant, puisque le grand groupe de syndics finalement obéit à une logique financière qui génère ses propres travers, turnover par exemple du personnel qui s'occupe de gérer les copropriétés, donc méconnaissance de la copropriété, et ça pèse lourd dans le jugement que les copropriétaires ont à l'égard de leur syndic. Ah oui, tout à fait. Le fait qu'on n'ait pas tout le temps le même interlocuteur, que celui-ci change tous les 6 mois ou tous les ans, donc avec nécessité de reprendre à zéro tous les débats, tous les dossiers, c'est un élément défavorable bien évidemment. Mais après il y a l'aspect économique, comme vous l'avez dit, ils n'obéissent pas au même principe, ils n'ont pas les mêmes objectifs, mais paradoxalement on aurait pu s'attendre, dans la mesure où un grand groupe est national, à ce qu'il y ait une mutualisation de certains moyens et que donc au final on ait des tarifs similaires, voire inférieurs à celui d'un petit cabinet indépendant, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors, on avait fait des enquêtes tarifaires il y a quelques années où on constatait que certains syndics indépendants étaient moins chers avec un compte bancaire séparé que des grands groupes avec un compte bancaire unique. Compte bancaire unique qui sert cet argent va servir aussi pour le grand groupe à faire travailler cet argent et une rémunération financière qui échappe complètement à la copropriété pour le coup. C'est ça, le compte bancaire unique, en fin de compte, vous avez l'argent de tous les copropriétaires, de toutes les copropriétés dont le syndic assure la gestion, qui est versé sur un compte unique, donc un compte qui appartient au syndic et c'est lui qui bénéficie des intérêts. Et alors pourquoi justement la loi Allure par exemple n'a pas envisagé que cette rémunération de l'argent sur ce compte bancaire unique géré par le syndic puisse être reversée pour financer par exemple les travaux sur la copropriété, David Rodriguez? Alors, sur le compte unique et le compte bancaire séparé, je veux dire, l'aspect financier n'est pas le plus important pour les copropriétaires. Pour les syndics, dans la mesure où ils vont gérer plusieurs cinquantaines, centaines de copropriétés, les fonds qui vont être amassés et thésaurisés sur ce compte vont produire des intérêts assez importants. Pour une copropriété à titre individuel, ça va être vraiment un faible montant. L'intérêt du compte bancaire séparé, au contraire, c'est la transparence de la gestion. On s'est souvent focalisé sur les intérêts financiers, sur l'aspect purement financier du compte bancaire séparé. C'est pas du tout le plus important, comme je vous le disais, surtout avec les taux d'intérêt actuels, c'est pas là-dedans que vous allez faire des économies importantes. C'est surtout en termes de transparence. Pourquoi? Parce que vous allez faciliter le travail du conseil syndical dans le cadre du contrôle des comptes. Vous allez pouvoir connaître avec précision les différents mouvements, avec des documents qui émanent directement de la banque et non pas des documents qui émanent du syndic. Et puis surtout, en cas de problème financier, syndic qui mettrait la clé sous la porte, voilà, ou qui pire part avec la caisse, hein, ça arrive rarement heureusement, mais ça arrive, vous avez plus de facilité à récupérer vos fonds dès lors que vous êtes sur un compte bancaire séparé, parce que vous n'avez pas à démontrer que l'argent, telle somme d'argent qui figure sur le compte du syndic vous appartient. Là, c'est un compte qui est ouvert au nom de la copropriété, donc de fait, il vous appartient. Donc c'est ça le principal avantage du compte bancaire séparé. Et puis en même temps, c'était pour éviter certains travers. On constatait que certains syndics payaient en retard certaines factures parce que comme ça, l'argent a travaillé plus longtemps sur leur compte. Maintenant, ils n'ont plus d'intérêt économique à faire ce type de thésaurisation. Donc de fait, on va améliorer la gestion.
Alors, gestion améliorée, mais à quel prix ? On le disait en introduction, effectivement, des honoraires qui ont parfois grimpé, les honoraires de syndic, parfois de plus de 20%. On continue à en parler dans un instant avec David Rodriguez, juriste immobilier pour la CLCV, Association nationale de défense des consommateurs et usagers. On va donner la parole à notre second invité, Rachid Larage, fondateur du courtier en syndic Cinéval. Vous restez avec nous sur Sud Radio, le grand référendum, 0826 300 300. Si vous souhaitez intervenir dans le débat ce matin, on parle des syndics et on pose cette question, faut-il généraliser les syndics bénévoles ? On va en parler dans un petit instant. 0826 300 300 pour intervenir à l'antenne. À tout de suite. Le grand référendum sur Sud Radio. Le grand référendum Sud Radio Apprendre et Comprendre. On se penche sur les syndics ce matin. Syndics qui co-gèrent la copropriété avec le conseil syndical. Faut-il généraliser les syndics bénévoles ? De plus en plus de copropriétés ont recours à l'un des copropriétaires pour assumer ce rôle du syndic. On en parle ce matin avec David Rodriguez, juriste immobilier pour la CLCV, et Rachid Larage, fondateur du courtier en syndic Cinéval. Bonjour Rachid Larage. Bonjour. Alors, ce courtier en syndic Cinéval, dont vous êtes le fondateur précisément, ça trouve son utilité puisque c'est un univers qu'on connaît assez mal, les syndics, les copropriétaires. Généralement, c'est vrai, c'est dur de trouver des copropriétaires qui s'investissent dans la gestion de la copropriété. Vous proposez un service qui permet de se renseigner au plus près sur la qualité du service, la qualité des prestations rendues par les syndics. Aujourd'hui, les copropriétaires qui vous contactent, Rachid Larage, véritablement, quelles sont leurs préoccupations centrales à l'égard du syndic qu'ils envisagent de choisir ? La première préoccupation, c'est la réactivité et la disponibilité du gestionnaire. C'est vraiment le point que l'on aborde quasi systématiquement avec les conseils syndicaux qui nous contactent. C'est le fait d'avoir un gestionnaire qui est quasi absent, qui se rend très peu sur la copropriété et qui répond de manière très aléatoire aux sollicitations du conseil syndical, que ce soit par mail ou par téléphone. Ça, c'est vraiment le point le plus important. Ensuite, en deuxième, on va avoir le turnover, c'est-à-dire d'avoir un interlocuteur qui est instable. Et là, souvent, cela concerne les grands groupes, avec une telle pression financière qui va se matérialiser par une pression sur le gestionnaire et qui, au bout d'un certain temps, craque et part voir chez un autre syndic. Et donc, on se retrouve avec parfois des copropriétés qui voient se succéder 3-4 gestionnaires sur une période très courte. Mmh. Et forcément, à chaque nouveau gestionnaire, il faut organiser une nouvelle visite d'immeuble, il faut prendre le temps parce que pour maîtriser une copropriété, il faut au minimum 6 mois. Et donc, ça veut dire que pendant 6 mois, on a un moment de flottement et qui fait que la copropriété n'est pas gérée efficacement. Alors, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que les grands groupes ont effectivement des atouts face aux indépendants. La puissance financière qui devrait théoriquement permettre des économies d'échelle, donc des prestations à prix plus raisonnable que chez un indépendant. Néanmoins, on a l'impression que ces grands groupes se tirent eux-mêmes une balle dans le pied en perdant de vue l'essentiel dans le service qu'ils sont censés proposer. Proximité, on en parlait tout à l'heure avec David Rodriguez, ce réseau d'agences qui fait que théoriquement un grand groupe peut avoir un syndic à moins de 2 ou 3 kilomètres de la résidence qu'il est censé gérer. Comment se fait-il que ces grands groupes aient perdu de vue l'essentiel dans le service qu'ils sont censés rendre, Rachid Larage ? Je pense que c'est vraiment lié à l'actionnariat de ces groupes. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années encore, on avait des groupes qui étaient détenus par des indépendants, c'est-à-dire des familles, et donc il y avait une vraie vision patrimoniale. Je parle vraiment des leaders comme Foncia ou Nexity, exactement. Ouais. Mais là, depuis une dizaine d'années, on a l'arrivée des banques, mais encore plus grave, on a l'arrivée de fonds d'investissement et qui pour le coup investissent dans l'activité de syndic comme ils pourraient investir dans n'importe quelle autre activité. Pour eux, il y a pas de projet derrière. Et en revanche, le dénominateur commun de leurs investissements, c'est la rentabilité financière, avec des rentabilités exigées qui dépassent les 15%. Et pour assurer cette rentabilité, il faut surtout arriver à générer un chiffre d'affaires conséquent. Et donc, ça va se matérialiser au niveau de chaque gestionnaire par une charge de travail importante, et en tout cas beaucoup plus importante que chez les indépendants. C'est pas anodin d'ailleurs que la première action de groupe qui a été lancée en France à l'initiative d'un collectif de consommateurs soit précisément en direction du groupe Foncia, notamment de son activité de syndic. Ça veut dire quelque chose quand même. Il y a un problème aujourd'hui dans le métier qu'exercent ces grands groupes lorsqu'il s'agit du métier de syndic.
Oui, c'est sûr. En fait, on se retrouve avec des gestionnaires qui sont totalement déresponsabilisés. Le dénominateur commun des différents groupes, c'est d'avoir des fonctions support très marquées. Donc, lorsque vous arrivez chez un groupe, on va vous présenter le service travaux, le service contentieux, le service juridique. Et donc, on a toute une ribambelle de services à portée de la copropriété. Mais lorsqu'on cherche un interlocuteur, on n'en trouve pas. Parce que le gestionnaire se retrouve dans un rôle de passe-plat, en fait. C'est-à-dire que dès que vous lui soumettez une requête, il le transmet ensuite à un service qui pour le coup ne vous contacte peut-être pas et donc l'efficacité n'est pas là parce que justement on perd de vue l'essentiel qui est la relation entre la copropriété et le gestionnaire. C'est quelque part assez surprenant de retrouver sur une activité de syndic qui est une activité d'intuitu personae, c'est vraiment une gestion entre un gestionnaire et une copropriété. D'avoir des sociétés qui génèrent plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est quand même assez surprenant et donc l'effort que doivent réaliser ces groupes pour justement maintenir cette proximité doit être d'autant plus important. Mais on n'a pas l'impression que ces efforts ils existent actuellement. Alors, on parlait de la loi Allure tout à l'heure qui encadre davantage l'activité de syndic. Et on a vu que ces grands groupes avaient pour la plupart profité du vote de cette loi pour majorer leurs honoraires. La loi prévoit notamment la remise en concurrence des syndics systématiquement lorsque le conseil syndical le demande. Vous pensez que ça va quand même améliorer la situation pour les copropriétaires? Il va y avoir une exigence de services de meilleure qualité pour les syndics, notamment les grands groupes, dans les années qui viennent, vous pensez, Rachid Larage? En fait, il y avait un certain verrouillage du marché qui était opéré notamment par les grands groupes. Et donc, cette disposition de la loi Allure, elle vise à essayer justement de déverrouiller le marché du syndic et faire en sorte que les copropriétaires puissent changer sans avoir à passer par un chemin de croix. Et surtout, pouvoir mandater un nouveau syndic qui offre des garanties. L'idée, c'est de ne pas sélectionner un syndic juste parce qu'on a reçu un contrat et qu'il est moins cher, mais d'aller un peu plus loin que ça et d'opérer une véritable analyse des candidats et pouvoir multiplier les critères. Donc cette loi, elle va dans le bon sens. Maintenant, il faut que la mise en concurrence soit réalisée de manière optimale. Trop souvent, les copropriétaires ne se focalisent que sur les honoraires. Il y a d'autres indicateurs qui sont tout aussi importants, comme le nombre de copropriétés que gère le gestionnaire. Lorsque vous avez des gestionnaires qui, dans certains groupes, gèrent 60 ou 70 copropriétés, il n'a matériellement pas le temps de passer sur toutes ces copropriétés et de gérer les immeubles de manière efficace. Vous parlez par collaborateur, pas par agence, 60 à 70 copropriétés. Exactement. Oui, ça arrive. C'est fréquent d'avoir de tels niveaux je veux dire, qu'un gestionnaire soit chargé de gérer autant de copropriétés d'un coup? Malheureusement, oui. Dans les groupes, ça arrive assez souvent. Donc on le voit une fois par an, quoi. C'est le collaborateur en question. Dans le meilleur des cas, certaines copropriétés qui viennent nous voir n'ont pas vu leur gestionnaire depuis 2 ou 3 ans. Et pendant ce temps-là, les factures tous les mois continuent à tomber pour les copropriétaires, d'où effectivement ce sentiment d'insatisfaction, alors que pourtant réellement il y a des choses à faire. On continue à en parler dans un instant. On parle des syndics ce matin et on va parler justement des syndics bénévoles. On va être en ligne avec l'un d'entre eux dans un petit instant. Nos invités ce matin, je vous les rappelle, Rachid Larage, fondateur du courtier en syndic Cinéval, et David Rodriguez, juriste immobilier pour la CLCV. Vous êtes sur Sud Radio, Apprendre et comprendre, le grand référendum. Vous intervenez vous aussi, 0826 303 15 centimes la minute. Sud Radio. 9h, 11h. Le référendum sera un acte du peuple, simple et portant loin. Le grand référendum. Dimitri Pavlenko. Le grand référendum Sud Radio Apprendre et comprendre. Ce matin, faut-il généraliser les syndics bénévoles? La tendance se généralise en France. De plus en plus de copropriétés déçues par les services rendus par des syndics, notamment des grands groupes, se tournent vers l'un d'entre eux pour exercer cette fonction de syndic bénévole. Ne veut bien sûr pas dire qu'on n'est pas payé. On peut aussi vanter une indemnité. On va en parler dans un instant avec l'un d'entre eux, Monsieur Mignard. Bonjour. Syndic bénévole, vous êtes syndic bénévole, vous avez accepté de prendre à bras-le-corps cette mission pour l'ensemble des copropriétaires. Vous avez suivi une formation, Monsieur Mignard, parce que le métier de syndic, c'est quand même pas évident au premier abord. Non, aucune. Mais ce qu'il y a, ce que je tiens à souligner au départ, c'est que nous, on est petits, on est 3. Vous êtes 3, vous êtes une toute petite copropriété. Voilà. Alors le problème se corse, à mon avis, c'est quand vous au-dessus de 10. Au-dessus de 10 lots, par exemple, là, effectivement, on change d'échelle. Et là, il me semble. Oui. Je sais que jamais je l'aurais fait, moi. Ça. Alors, qu'est-ce qui vous a incité justement à le faire, Monsieur Mignard? Qu'est-ce qui vous a incité à vous lancer dans l'activité de syndic? C'est-à-dire par une obligation, en fait.
on va dire, il y avait des travaux à faire. Et puis, nous, on était 2 à bouger, le 3e, rien. Alors donc, je me suis renseigné un peu. Nous, à Boulogne, on a une agence qui s'appelle la DIL. Avec, ils ont donné les extraits de loi, quoi, pour la copropriété. Oui. Donc, voilà, et avec eux, ça m'a beaucoup aidé. Ça vous a beaucoup aidé. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, grâce au fait que vous soyez porté volontaire pour être le syndic de cette petite copropriété dont vous faites partie, donc 3 appartements, vous nous disiez tout à l'heure, vous réalisez des économies aujourd'hui, Monsieur Mignard, grâce à cela? Ah ben là, on va voir après, parce que là, tous les travaux sont effectués qu'il y avait à faire. Oui. Mais néanmoins, sur les frais mensuels que vous prélevez auparavant, l'agence qui gérait le syndic... Ah non, mais personne gérait. Vous payez sans avoir un service rendu? Non, parce que personne ne gérait la copropriété. Ah d'accord. Il n'y avait aucun syndic, vous voyez ce que je veux dire. Ah d'accord, donc vous avez créé finalement une activité qui n'existait pas finalement. Oui. Exactement. Parce que fallait un peu être carré, on va dire, quand même. Ouais. Et alors, aujourd'hui, vous vous retrouvez à gérer les travaux pour l'ensemble de la copropriété. C'est difficile, vous parvenez à vous y retrouver? Avec du mal, parfois. Moi et l'autre monsieur, ça va, il n'y a pas de problème. Ouais. Et puis là, maintenant, c'est fini. Alors bon, mais avec le 3e, c'était un peu épineux. Merci, Monsieur Mignard. Témoignage, effectivement, d'un syndic bénévole. Alors, sur le cas précis d'une toute petite copropriété, 3 lots seulement. David Rodriguez, effectivement, ce que soulevait à l'instant Monsieur Mignard, c'est que gérer une copropriété quand on se porte volontaire, qu'on devient syndic bénévole, effectivement, c'est presque un métier différent lorsqu'on opère pour une petite copropriété de quelques lots. Mais alors, quand la copropriété peut faire 60, 70, 100, voire 200 appartements, là, évidemment, on change d'échelle et les responsabilités ne sont plus les mêmes, David Rodriguez. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que généralement, les syndics non professionnels ou syndics bénévoles, comme on les appelle couramment, sont surtout dans des petites copropriétés. Il y a 2 raisons pour cela. C'est que, tout d'abord, on est sur une petite structure, donc peu d'éléments d'équipement commun, pas d'employés, pas forcément d'espace vert, donc de fait la gestion est réduite à minima, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir d'ascenseur, on n'aura pas de gardien ou d'entreprise chargée de nettoyer les parties communes, donc la gestion va être très, très simple à faire. On sera sur, s'il y a un chauffage collectif, le paiement du chauffage, l'électricité des parties communes, et puis de temps en temps le ravalement ou la toiture. Le souci sur ces petites copropriétés, donc, c'est que les syndics, eux, ne les prennent pas pour des raisons financières. Ce qui est logique, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas gagner d'argent sur la gestion d'une petite copropriété, ou sinon, ils vont matraquer sur les honoraires avec du 2, 3 ou 4 000 euros, par exemple, pour une toute petite copropriété. Donc, c'est pas intéressant financièrement pour les syndics. Et c'est plus facile à gérer pour les copropriétaires. Donc, ça explique pourquoi on a surtout des syndics non professionnels dans les petites copropriétés. Après, rien n'empêche d'en avoir dans des plus grandes. Donc c'est 60 000 copropriétés que je citais en introduction, gérées par des syndics bénévoles. Ce sont essentiellement de petites copropriétés, David Rodriguez. Ouais, voilà, c'est ce qui est logique. Ce qui est logique, nous, dans le cadre de notre étude, 33% des syndics non professionnels étaient dans des copropriétés de 10 lots au moins. Alors ils n'étaient plus que 12% dans les copropriétés de plus de 100 lots. Donc c'est vraiment cet élément qu'il faut prendre en compte. Après, il ne faut pas penser syndic non professionnel, syndic bénévole uniquement sur l'aspect économique. Je veux dire, c'est effectivement une facilité. Ça permet de faire des économies, ça permet également de faciliter la gestion, mais ce n'est pas forcément la panacée, parce qu'il ne faut pas oublier que syndic, c'est un métier, il faut des connaissances juridiques, techniques, pratiques, il faut également avoir du bon relationnel. Et si vous avez au sein de la copropriété une situation financière qui n'est pas saine, si vous avez au sein de la copropriété, on va dire des oppositions entre copropriétaires qui relèvent de conflits de personnes ou de conflits de voisinage, d'office, le syndic n'arrivera pas à s'imposer. Genre dans certains cas, oui, rarement, mais sinon, ça va tourner malheureusement au règlement de compte. C'est-à-dire que le syndic bénévole n'est vraiment efficace que lorsque l'ensemble des copropriétaires, en quelque sorte, acceptent les règles du jeu et se disent bon, ok, c'est lui le syndic, on va faire des économies grâce à lui, donc maintenant on joue le jeu et on va agir avec lui correctement et consciencieusement. Donc le prérequis, si je puis dire, c'est qu'il y ait déjà une bonne entente dans la copropriété et que celui qui se lance pour être ce syndic bénévole, il faut éventuellement qu'il suive une formation. On peut suivre aujourd'hui des formations, ça existe quand on veut se lancer comme ça dans la gestion
formation du syndic. Oui, il y a des formations. Les associations de consommateurs organisent également des formations sur ces thèmes-là. Donc vous en proposez, vous, à la CLCV, par exemple? Oui, on en propose localement, dans le cadre de nos associations départementales ou locales qui travaillent sur la copropriété. Donc oui, il y a des formations de ce type qui existent. Oui. Après, voilà, il faut vraiment faire attention, surtout qu'en plus, le syndic bénévole souvent méconnaît la copropriété. On voit dans la réglementation concernant la copropriété. Certains le font de façon très carrée. D'autres ont tendance à le faire, si je puis dire, un peu à la bonne franquette, surtout dans les toutes petites copropriétés. Par exemple, là, on nous citait un exemple d'une copropriété de 3 lots. J'aimerais bien savoir si, dans le cadre de cette copropriété de 3 lots, on avait une assemblée générale qui se tenait tous les ans avec une convocation en lettres recommandées ou remise en main propre. Visiblement, ça se faisait plutôt à la bonne franquette. Voilà. D'après ce que nous disait M. Vignard tout à l'heure. Alors, généralement, c'est très bien parce que vous avez soit une bonne entente, soit on va dire un statu quo. Bon, d'accord, j'accepte les règles du jeu et on va pas contester. On n'a pas de procédurier. Le souci, c'est lorsqu'on se retrouve avec un nouvel arrivant qui, lui, va être extrêmement procédurier, souvent de mauvaise foi parce qu'il va utiliser ses leviers pour s'abstenir de payer des charges et il va dire au syndic bénévole, vous êtes gentil, vous n'avez pas été élu par l'Assemblée générale, je ne paye pas les charges. Donc voilà, le syndic non professionnel, c'est quelque chose de bien lorsque on a une structure locale, un immeuble qui le permet, de par la simplicité de sa composition, donc l'absence d'éléments d'équipement commun et de l'absence de contrat à gérer. Soit une piscine, par exemple, piscine même ou un système d'arrosage automatique, par exemple, pour un jardin, ce genre de choses, oui. Voilà, ou chaudière collective, où imaginez qu'il y ait différents prestataires de services qui interviennent pour l'entretien des espaces verts, pour le nettoyage des parties communes, la sortie des encombrants. Ce sont des contrats à gérer, donc ça demande du temps et de la disponibilité. Si vous avez un employé d'immeuble, là encore, c'est des connaissances en droit du travail, donc convention collective des gardiens. Donc là encore, ce sont des éléments à connaître. Donc il y a la structure même de l'immeuble, et puis après il y a la situation financière et la composition, comme je disais, de l'immeuble en tant que tel, sur les relations entre les copropriétaires entre eux. Après, bien évidemment, le syndic bénévole ne doit pas travailler seul, et c'est là que le conseil syndical a d'autant plus sa place, puisqu'il doit venir, pour le coup, pour assister le syndic réellement. Et en fait, ce syndic bénévole doit davantage être une sorte de délégué assisté évidemment par le conseil syndical. On continue à en parler dans un instant. On parle des syndics et notamment cette idée des syndics bénévoles. David Rodriguez de la CLCV vient de nous expliquer qu'effectivement c'était difficilement envisageable de le généraliser puisque il y avait des facteurs qui faisaient que ça pouvait réussir, mais dans d'autres, attention, on risque de courir à la catastrophe. On continue à en débattre avec Rachid Larrage, également fondateur du courtier en syndic Cinéval. Vous êtes sur Sud Radio, Apprendre et Comprendre. Vos commentaires sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag Sud Radio, la page Facebook de Sud Radio. Vous votez sur sudradio.fr et vous nous appelez pour intervenir à l'antenne 0826 300 315 centimes la minute. Florent vous rappelle immédiatement. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Le grand référendum. Face au mécontentement croissant des copropriétaires à l'égard de leur syndic, faut-il généraliser les syndics bénévoles? On en parle ce matin avec David Rodriguez, juriste immobilier pour la CLCV, Rachid Larrage, fondateur du courtier en syndic Cinéval. David Rodriguez nous expliquait à l'instant que le syndic bénévole, pourquoi pas, mais pour des copropriétés de petite dimension, ça nécessite aussi un conseil syndical actif. Et là, précisément, Rachid Larrage, c'est vrai que on pointe du doigt le manque d'efficacité, de réactivité de nombreux syndics, en particulier lorsque ce sont des grands groupes. Mais il faut dire aussi que l'implication des copropriétaires au sein du conseil syndical détermine aussi beaucoup la réaction en face. Un syndic mobilisé, si je puis dire, qui soit actif, mobilisé par le conseil syndical, ça permet aussi d'améliorer la qualité du service. C'est vrai qu'il y a une forme aussi de délaissement. Beaucoup de copropriétaires s'impliquent peu dans le conseil syndical. Oui, et ça se matérialise par le taux de participation en assemblée générale qui décroît depuis des années et au point où on se retrouve sur certaines copropriétés à ne pas pouvoir voter certaines résolutions en assemblée générale faute de participants. Et ce délaissement de la copropriété par les copropriétaires, il est grave parce que c'est sûr que si le syndic n'a pas de retour de la part d'un conseil syndical actif, il ne peut pas gérer de manière efficace la copropriété. Oui, puis il n'est pas enclin lui-même à être efficace, quoi. Ça. C'est sûr. Parce que forcément les copropriétaires c'est leur bien, c'est leur patrimoine qu'il est en train de gérer. Si eux-mêmes ne s'intéressent pas à leur patrimoine et à la pérennité de leur patrimoine, c'est compliqué d'arriver à motiver un syndic. Et le conseil syndical justement doit pouvoir essayer d'organiser une relation de travail efficace avec le syndic pour avoir un seul référent en termes de communication, pour que la diffusion de l'information soit efficace et faire en sorte que vous ayez un préposé par exemple au sein du conseil syndical pour recevoir les prestataires. Il faut bien se dire que le syndic ne peut pas être
toujours là sur la copropriété et que forcément, s'il se passe quelque chose, il faut lui communiquer l'information. Les copropriétaires doivent être aussi un peu les yeux et les oreilles du syndic finalement. C'est exactement ça. Mais très souvent, on pêche par manque d'information. C'est que les copropriétaires ne savent pas vers qui se tourner et derrière, on se retrouve notamment par exemple avec des fuites d'eau dans les parties communes qui peuvent traîner pendant des semaines et générer des dégâts bien plus importants que s'ils avaient été déclarés au tout début. Mais est-ce qu'on peut par exemple reprocher à son syndic, lorsque par exemple vous prenez l'exemple d'une fuite d'eau, lorsque la prestation, l'entreprise qui intervient commandée par le syndic sur place et qu'elle fait mal son travail, est-ce qu'on peut reprocher ça à son syndic derrière ? En fait, tout dépend du séquençage. C'est-à-dire que vous êtes copropriétaire, vous avez identifié une fuite d'eau, vous faites passer le message au syndic, lui passe un ordre de service pour qu'un prestataire puisse intervenir. Ensuite, si le prestataire intervient et que le travail est mal fait, il faut que les copropriétaires, si le syndic ne s'est pas déplacé lors de cette prestation, puissent remonter l'information au syndic. Mais il faut aussi bien se rendre compte que le syndic ne peut pas se déplacer pour toutes les interventions. Oui, bien sûr, ouais. En tout cas, il peut se déplacer pour contrôler si ce travail a été bien fait. Est-ce que c'est nécessairement au copropriétaire de faire ce travail non rémunéré pour un syndic qui, pour le coup, l'est, lui, rémunéré pour faire ce travail-là ? Oui, mais en fait, tout est prévu contractuellement. Lorsque vous signez un contrat avec un syndic, il a l'obligation légale de mentionner le nombre de visites prévues au contrat et les modalités de ces visites. Alors après, c'est à vous de vous organiser avec le syndic. Mais s'il devait se déplacer pour toutes les interventions, il facturerait un montant beaucoup plus important. Donc c'est aussi dans votre intérêt de faire en sorte que lorsqu'il y a une petite réparation à faire, qu'un des membres du conseil syndical se rende disponible pour recevoir le prestataire. Alors pour éviter ce genre de situation de multiplication de frais exceptionnels, justement, la loi Allure prévoit d'encadrer précisément cela pour éviter une inflation des factures de manière démesurée, comme ça se fait. Des fois, on a un contrat au début initial qui prévoit des honoraires, une fourchette d'honoraires, et ça peut exploser. Aujourd'hui, la loi Allure prévoit d'encadrer aussi ce type de pratique. C'est exactement ça. En fait, on avait jusqu'à mars de cette année, on avait une liberté contractuelle quasi totale pour les syndics, et donc on se retrouvait avec on payait les photocopies, par exemple, ce genre de choses. Ça, c'est interdit maintenant. Ça va être interdit bientôt. Pour l'instant, les décrets d'application ne sont pas encore parus. C'est là où le bas blesse. C'est que vous avez une loi qui a été promulguée en mars 2014. Les décrets d'application devaient paraître à l'automne 2014, normalement. Mais on y est. Et pour l'instant, on attend toujours ces décrets. Et alors, il semblerait que ce soit prévu pour le premier trimestre 2015, mais rien n'est moins sûr. Il serait temps. C'est ça. En fait, on a notamment des groupes qui ont une politique tarifaire qui est très simple. C'est d'attirer les copropriétaires avec des honoraires de base très faibles et ensuite multiplier les facturations annexes qu'on appelle les prestations particulières. Et ça veut dire que, par exemple, vous allez avoir un contrat proposé avec une présence du gestionnaire en assemblée générale, mais uniquement dans les heures ouvrables. Et 90% des assemblées générales ont lieu le soir. Donc, ça n'a aucun sens de mettre une présence en AG juste pendant les heures ouvrables. Et donc, si le gestionnaire se déplace en soirée, c'est facturé. Et pas un peu. Ça veut dire que ça peut être 100, 150, 200 euros de l'heure. Et la facture peut très vite monter. Tous ces éléments-là, ils seront normalement limités par la loi Allure lorsque ces décrets d'application paraîtront. Rachid Larage, est-ce que vous pensez que, compte tenu du faible engagement de nombreux copropriétaires au sein du conseil syndical, le fait d'avoir un syndic bénévole puisse stimuler finalement le dynamisme du conseil syndical qui reste quand même le cœur palpitant, si je puis dire, de la bonne gestion d'une copropriété ? Je ne pense pas. En fait, généralement, lorsque vous passez en syndic bénévole, c'est que initialement vous étiez un conseil syndical déjà très actif. Et là, vous passez le pas. J'ai du mal à imaginer une copropriété avec un conseil syndical totalement désimpliqué, désintéressé de la gestion de la copropriété, passer en syndic bénévole et que ça marche. Il faut un terrain propice. Copropriétaire motivé ne peut pas à lui seul assumer toute la gestion. C'est ça que vous voulez nous dire? Ça peut arriver, mais c'est de manière très exceptionnelle. Il faut qu'il soit entouré parce que les compétences nécessaires pour gérer une copropriété sont diverses. Vous avez des compétences comptables, financières, des compétences techniques, parce que lorsque vous avez un prestataire qui vient pour effectuer une réparation, si vous n'y connaissez rien, c'est très compliqué de pouvoir la suivre. Et donc, retrouver toutes ces compétences chez une seule personne, c'est quand même relativement rare. Et donc, il faut pouvoir justement s'entourer des compétences au sein de la copropriété pour faire en sorte que, voilà, si on a une personne qui est comptable, elle va se charger de faire la comptabilité. Si on a quelqu'un qui est issu du bâtiment, qui puisse intervenir sur les suivis travaux.
Mais sans une bonne organisation, ça ne fonctionne pas. Rachid Larrache, fondateur du courtier en syndic Cinéval. Est-ce qu'aujourd'hui, des copropriétés vous contactent pour chercher un syndic efficace et finalement renoncent à prendre une entreprise, un indépendant ou un grand groupe pour se tourner vers l'un d'entre eux? Est-ce que ça vous est arrivé parmi vos clients aujourd'hui, Rachid Larrache? Nous, c'est une discussion que l'on a quasi systématiquement avec les petites copropriétés. Lorsqu'une copropriété de moins de 10 lots vient nous voir, d'abord on essaie de voir exactement, c'est pas forcément dans notre intérêt financier, mais on aborde le thème avec eux, de leur expliquer est-ce que vous avez déjà été géré en syndic bénévole ou est-ce que vous y pensez, et on voit avec eux. Et souvent, ça ne va pas au bout. Pourquoi ? Parce que ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps à consacrer à la copropriété. Ils savent que ça va leur demander énormément d'implication. Et le deuxième point, c'est qu'il faut pouvoir bien s'entendre et même très bien s'entendre avec les autres copropriétaires, parce qu'à partir du moment où on doit assurer le recouvrement des charges ou potentiellement assurer le suivi de procédures lourdes, là ça peut devenir très très compliqué. Alors là, encore faut-il qu'il y ait des copropriétaires qui soient occupants, puisqu'on sait que dans la majorité des résidences, par exemple, les copropriétaires louent leurs biens et sont donc assez rarement présents finalement sur la résidence. C'est ça. Si vous avez un syndic bénévole qui est un copropriétaire bailleur, ça, pour le coup, ça limite d'autant plus l'intérêt et l'efficacité de la démarche. Lui ne voudra effectivement que baisser les prix vers le bas, quoi. C'est exactement ça. Et même pour nous, c'est un indicateur très important lorsque une copropriété vient nous voir de savoir quel est le pourcentage de copropriétaires bailleurs, parce que lorsque vous êtes résident, vous êtes forcément attaché à la conservation de votre bien, à l'entretien des parties communes, alors que lorsque vous êtes bailleur, vous avez quand même plus une vision financière et votre objectif, c'est quand même de limiter les charges au maximum, quitte parfois à faire en sorte que l'entretien ne soit pas optimal. Et oui, gérer une copropriété, c'est aussi de la sociologie. C'est pourquoi l'idée du syndic bénévole, ça peut marcher dans certaines copropriétés, mais vraiment pas dans toutes. On vient de le voir dans un instant. On continue à en parler avec Rachid Larrache, fondateur du courtier en syndic Cinéval, et David Rodriguez, juriste immobilier pour la CLCV. Vous restez avec nous, on va passer aux 60 secondes. Vous pouvez encore intervenir, 0826 300 300, 15 centimes la minute. À tout de suite. Sud Radio, Dimitri Pavlenko, le grand référendum. Et on parle ce matin dans le grand référendum sur Sud Radio des syndics bénévoles. Faut-il les généraliser? Quand même assez éloquent le sondage sur sudradio.fr. Vous êtes 80% à penser qu'il faudrait les généraliser. On a bien vu que c'était quand même soumis à certaines conditions. Petite copropriété surtout, bonne entente entre les copropriétaires, conseil syndical dynamique. Autrement, ça paraît compliqué effectivement de généraliser l'idée. Néanmoins, ça traduit bien le sentiment d'insatisfaction de nombreux copropriétaires à l'égard du syndic. On en parle avec Rachid Larrache, fondateur du courtier en syndic Cinéval, et David Rodriguez, juriste immobilier pour la CLCV. Pour les toutes dernières minutes de l'émission, je vais vous demander tour à tour, messieurs, de répondre à la question en nous résumant votre argument. David Rodriguez, je commence par vous, juriste immobilier pour la CLCV. Faut-il généraliser les syndics bénévoles? 60 secondes pour nous répondre, c'est à vous. Les généraliser, non. Par contre, aider peut-être à ce qu'ils puissent exercer correctement leur travail, pourquoi pas. Donc ça peut se faire notamment par la prise en compte du statut réel des petites copropriétés. Comme on l'a vu, on ne peut pas généraliser. Le cas du syndic bénévole n'est pas forcément adéquat pour toutes les copropriétés. Il y a trop de critères différents selon la composition, la taille de la copropriété et les relations qui existent entre les copropriétaires. Par contre, à notre sens, le statut même de la copropriété n'est pas du tout adapté pour tout ce qui concerne les petits immeubles. Donc là, la balle est dans le camp du législateur sur ce point. La balle est dans le camp du législateur. Vous pensez qu'il y a un flou juridique actuel qui pourrait être comblé justement pour favoriser l'émergence de vocations finalement parmi les copropriétaires? Alors là, c'est pas un flou juridique, c'est une adéquation totale à notre sens. On peut pas exiger d'une copropriété de 3, 4 ou 5 lots les mêmes règles de fonctionnement qu'une copropriété de 50 ou 100 lots. Je veux dire, faire une assemblée générale lorsque vous êtes à 3, ça n'a pas de sens. Oui, tout simplement. Ça n'a pas de sens, effectivement. On pourrait simplifier le système. Rachid Larrache, à votre tour, fondateur du courtier en syndic Cinéval. Faut-il généraliser les syndics bénévoles? Vous répondez à la question en 60 secondes, c'est à vous. Je vais rejoindre M. Rodriguez. Clairement, je ne pense pas que généraliser le syndic bénévole soit la solution au désintérêt des copropriétaires pour l'activité de syndic. Je pense que ça peut être une solution dans des cas très particuliers, les petites copropriétés, peu d'éléments collectifs, avec une bonne entente. Mais là, 90% des copropriétés ne sont pas dans ce cas. Et à ce moment-là, il faut se diriger vers des professionnels. Et là, c'est un vrai
vrai signal d'alarme en fait que tire le CLCV avec cette étude. Je pense qu'il y a une grande réflexion qui doit être menée au niveau des groupes, c'est-à-dire essayer de revenir aux fondamentaux, qui est la relation entre le gestionnaire et la copropriété. Et puis un conseil simple aux copropriétaires, c'est que si vous n'êtes pas satisfait, dirigez-vous vers des cabinets indépendants qui ont certainement une optique qui se rapproche beaucoup plus de celle des copropriétaires et qui pour nous offre de bien meilleures garanties. Et pourquoi pas se rapprocher aussi du courtier en syndic Cinéval, Rachid Larrache, dont vous êtes le fondateur, pour parfois s'aider à choisir. Vous, quelques bons conseils aussi, hein. On peut aussi, autour de sa résidence, aller voir chez les autres, leur demander ce qu'ils en pensent, effectivement, ce qu'ils pensent du syndic. Ça peut déjà être une bonne idée, parce qu'un syndic qui gère plusieurs résidences dans le même coin, c'est la garantie de le voir plus souvent aussi, oui, très concrètement. Exactement. C'est une analyse que l'on réalise régulièrement. L'idée, c'est qu'il y ait une logique en termes de segmentation géographique du portefeuille. Merci Rachid Larrache, fondateur du courtier en syndic Cinéval. David Rodriguez, également juriste immobilier pour la CLCV. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Résultat final du sondage, toujours 80% de voix en faveur de cette idée. Généraliser les syndics bénévoles, ça traduit surtout l'insatisfaction de nombreux copropriétaires à